Bien, nous voici donc réunis pour la dernière séance de l'année. Pas tout à fait la dernière séance, puisque, comme je vous l'avais annoncé, il y aura une journée d'études, plutôt sur 2 jours, les 4 et 5 juin, consacrée à des sujets assez différents, les problèmes de l'irrigation, de l'étude de l'irrigation en Asie centrale. Alors, j'avais la dernière fois donc présenté le site de la première capitale du Khorezm, Akshahan-Kala, en terminant sur la symbolique royale qui s'exprime de manière très spectaculaire, avec, semble-t-il, un message adressé à plusieurs publics. Il y a un message adressé clairement alors, il suffit on voit bien la position du Khorezm. La partie agricole irriguée intensément et dont Akshahan-Kala occupait le centre, une zone un peu plus périphérique avec, disons, un mélange d'une interaction nomade sédentaire et les nomades, ce qu'on appelle ici les nomades externes, ça remonte jusqu'à l'Oural, et dont l'ultime zone d'hivernage au sud se trouve sur le plateau de l'Oustiourt. Alors, il est clair que le message politique qui s'exprime à Akshahan-Kala s'adresse à plusieurs publics. Il y a un message qui s'adresse au domaine de la steppe, domaine dont on peut supposer, on a supposé, malgré le manque le peu de données qu'on a, que sortait la dynastie régnante. Alors, on avait donc vu que le symbole, les torques spiralés que portent les souverains dans la galerie d'ancêtres sont issus du monde de la steppe, mais par ailleurs ont été utilisés à la même époque par les souverains arsacides issus du même milieu. Alors, bon, il y a par ailleurs un message clairement adressé au monde sédentaire plus méridional, la magnificence, l'architecture monumentale, le trône dont on a vu qu'il est d'origine clairement iranienne et d'héritage achéménide, le décor de peinture murale, et puis, disons, adressé aux deux, il y a l'avertissement de la puissance des fortifications. Ça s'adresse aux incursions nomades possibles du nord, ça s'adresse aussi aux machines de siège qui peuvent venir du sud et qui sont venues du sud, comme on le sait en ce qui concerne Akshahan-Kala. À ce complexe sémantique déjà assez compliqué, s'ajoute vraisemblablement, comme on l'a vu, la référence à la religion zoroastrienne. Alors, j'ai évoqué d'un mot les nomades, il faut, au point où nous en sommes arrivés, indiquer qu'il y a des réminiscences nomades dans le Khorezm sédentaire, mais il y a aussi clairement des emprunts du Khorezm sédentaire dans le monde nomade. Et il se manifeste principalement dans un site du bas Sirdaria, dans cette zone. Il y a plusieurs sites à cette époque, donc des premiers siècles avant notre ère, mais le site principal s'appelle Cherik Rabat. Voilà la vue aérienne et le plan qui a été publié. Il a été étudié par la mission du Khorezm. C'est un site qu'on date dont on fait remonter les débuts au IVe siècle avant notre ère et qui n'aurait pas vécu très longtemps, qui serait abandonné au IIe siècle avant notre ère. Il est possible qu'on soit amené à descendre un peu la chronologie comme on le fait d'une manière générale maintenant. C'est un grand site, dans son extension maximale. Le rempart extérieur, il fait 42 hectares, c'est-à-dire autant que la capitale sédentaire, Akshahan-Kala. Il se présente donc comme une double enceinte avec une citadelle oblongue au milieu, et à un certain moment, il s'est trouvé réduit de moitié par la construction d'un mur intérieur. Il est très vraisemblable qu'à la construction de ce site ont participé des maçons et des architectes venus du Khorezm. On constate qu'originellement, et probablement antérieurement à l'existence du site, peut-être antérieurement à l'existence du site, il y a des kourianes. Donc ce serait au départ un site funéraire princier nomade qui aurait, disons,
parcouru les premières étapes d'une évolution vers une capitale urbaine sans probablement tout à fait les franchir. La fonction funéraire se poursuit ensuite puisque il y a notamment plusieurs mausolées sont contemporains de la ville et notamment ce mausolée rond qui se trouve en fait intégré à la ligne du rempart intérieur sans qu'on sache très bien s'il lui est contemporain, antérieur ou antérieur. Et c'est un mausolée, donc c'est tout petit ici, mais enfin je vous l'avais montré en plus grand quand on avait parlé de Koikrilgan-Kala. Il est conçu sur le schéma quadripartite intérieur, à l'intérieur d'un cercle, dont on a pensé retrouver l'écho de symbolisme solaire, pense-t-on, à Koikrilgan-Kala. Une donnée très importante fournie par ce mausolée, c'est un éclairage tout à fait inattendu sur les rapports de ces aristocraties nomades de périphérie du Khorezm par rapport aux monarchies du Sud, c'est qu'on y a trouvé le défunt portait une armure. Et pas n'importe quelle armure, c'est une armure dite de cataphractaire, exactement du même type que les armures employées à la même époque contre les Romains dans les armées des Parthes et qui ont fait tellement peur. On a les éléments du corset ici, les écailles, des éléments ici de la jambière. Bon, là, le dessin est inexact puisqu'on a restitué ici comme couvre-hanche ce qui est en réalité le protège-pied. Mais ça, on l'a su après, quand on a découvert à Aïranoum la plus ancienne armure de cataphractaire quasi entière, jamais trouvée en fouille, dans l'arsenal d'Aïranoum, donc avec là une date bien sûre au milieu du IIe siècle avant notre ère, date qu'on peut peut-être donc supposer pour l'armure de Chirik Rabat. Et cette armure d'Aïranoum a fait l'objet d'une restitution habillant l'archéologue qui, à l'époque, l'avait trouvée et qui se trouve devant vous. Vous voyez, donc, les jambières sont ici, le corset, le plastron du cheval, voilà, c'était il y a 35 ans. Alors, l'existence de cette armure à Chirik Rabat, Tolstov, toujours prompt à donner toute l'initiative au Khorezm, avait supposé que ça prouvait que ces armures avaient été mises au point au Khorezm ou en périphérie du Khorezm. On peut raisonner d'une autre manière et supposer que le prince nomade enterré à Chirik Rabat servait dans les armées des monarchies du Sud. Il aurait très bien pu servir dans l'armée du Khorezm comme mercenaire ou comme troupe auxiliaire, et pourquoi pas dans les armées des Parthes. On peut très bien supposer que les Parthes incorporaient dans leurs armées, y compris dans les contingents lourds, des mercenaires ou des auxiliaires venus de régions parfois fort lointaines, comme ça avait été le cas à l'époque achéménide. Donc, à ce titre, les nomades de la périphérie du Khorezm auraient pu être un facteur important des relations avec les empires méridionaux, au même titre que le commerce, et à vrai dire ce commerce entretenu par le Khorezm avec ses voisins méridionaux, pour cette époque ancienne, on n'en saisit pas grand-chose, hormis quelques céramiques et petits objets importés. Puisqu'on a parlé des interactions avec le monde nomade et des difficultés que pose cette archéologie des Kourganes, je ne peux pas manquer de citer un distique de Gilbert Lazare, mon maître en philologie iranienne, que je vous laisse lire. Après Akshahan Kala, il faut en venir il faut en venir au site qui lui a succédé, qui est Toprak Kala, site qui se trouve, c'est clairement le site qui a succédé à Akshahan Kala comme ville royale. Ça n'en est pas la réplique, et pourtant on y décèle les mêmes fonctions, mais beaucoup plus exprimées dans une architecture beaucoup plus sophistiquée, qui a clairement, je le dis d'emblée, bénéficié d'un concours au moins technique
d'un grand empire méridional qui, à cette époque, n'est sans doute plus l'empire parthe, qui est sans doute l'empire couchant, puisque Toprak Kala est fondé et construit dans la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. C'est à 20 km au nord-est de Toprak Kala, et on a des présomptions très fortes que certains éléments de Toprak Kala ont été déménagés sur ce nouveau site, les boiseries, les plafonds, les fûts de colonnes et certaines bases en pierre. Toprak Kala a été découvert par Tolstoï en 1938. Je vous ai cité dans un cours précédent le texte très lyrique qu'il a publié sur le récit de cette découverte. Dès l'après-guerre, il y a mené des dégagements intensifs au palais de 1945 à 1950. Puis la fouille a continué de manière plus restreinte, mais sur l'ensemble, y compris sur ce qui se trouvait en dehors des remparts. Au total, 28 campagnes jusqu'en 1985. La ville a été publiée en 1981, le palais en 1984. Le palais hors les murs, dont je vais parler dans un instant, n'a fait l'objet pour le moment que de publications très préliminaires. Il existe une seule synthèse générale en anglais par Yuri Rapoport, un collaborateur de Tolstoï, paru dans le Bulletin of the Asia Institute en 1996, synthèse qui s'efforce de répondre en partie à un compte-rendu critique, très critique, peut-être, je pense maintenant un peu trop méchant, que j'avais publié en 1986 sur la publication du Palais. La ville, elle est là. Hein. Le site, c'est tout ça. Mais la ville, c'est ça. La ville elle-même fait 17,5 hectares. Donc, c'est plus petit qu'Aksharankala. Dont un quart environ au nord-est est occupé par une enceinte intérieure. Et dans cette enceinte intérieure, un quart également au nord-ouest est occupé par le palais. C'est la même répartition des espaces exactement qu'à Aksharankala, entre la ville basse, la ville haute et ce qu'on a appelé l'ensemble cérémoniel. Mais en 3 fois moins grand. Ceci dit, tout de suite, c'est 3 fois moins grand, mais d'une part, il y a une évolution marquée vers le monumental. Les tours de la ville, on en restitue la hauteur à 15 mètres. À Aksharankala, c'était 8 mètres, donc c'est beaucoup plus colossal. Et le palais, l'impression que ça pouvait donner, était juché sur une plateforme artificielle de 15 mètres de haut. Donc c'est véritablement un site colossal. Et par ailleurs, ce qui compense la réduction de l'espace par rapport à Aksharankala, c'est que certaines fonctions sont externalisées, comme vous pouvez le voir sur le plan. Il y a d'abord à l'extérieur une enceinte vide qu'on interprète, certainement avec raison, je vais y revenir, comme un champ de course, une enceinte enclose. Et d'autre part, un palais hors les murs, qui se trouve à côté de cette enceinte. On peut ajouter à ces fonctions externalisées une ville portuaire qui se trouvait sur l'Oxus, sur la Moudaria, à 20 km à l'ouest, qui devait être la ville elle-même. Cette ville elle-même, elle est tombée dans la rivière. Aux basses eaux, à l'époque de Tolstoï, on pouvait encore repérer des vestiges. Elle s'appelle Darjas. Et alors on ne sait pas évidemment si à l'époque d'Aksharankala, il y avait déjà une grande ville portuaire, et peut-être la même. C'est une possibilité. Donc on aurait ici un dédoublement entre une ville royale et la ville elle-même, porteuse des fonctions commerciales, dédoublement qu'on avait assez clairement à Nisa, entre vieille Nisa et ancienne Nisa, sauf que les deux Nisas sont très proches l'une de l'autre, et là, il y a une forte distance. Rapoport, de manière très opportune, cite à ce sujet un texte de l'historien antique Appien sur la fondation en Arménie de la capitale de Tigranocerte, au début du 1er siècle avant notre ère, par le grand roi Tigrane d'Arménie. Et c'est très intéressant de mettre ce texte en rapport avec ce qu'on va voir maintenant. Je cite. «
À cet endroit, le roi, donc Tigrane, fonda une ville en son propre honneur. Il y rassembla les principaux nobles en menaçant de confisquer tout ce qu'ils n'apporteraient pas avec eux. Il la ceignit de murs hauts de 50 coudées, c'est-à-dire 25 mètres. Dans les faubourgs, il bâtit un palais avec de vastes parcs, des terrains de chasse, des lacs. Une puissante forteresse fut édifiée à côté. Donc le vrai palais n'est pas dans la ville. Bien. Ce qui évoquerait assez le fait qu'ici, le vrai palais d'agrément devait être celui-là. C'est peut-être pas ce palais intérieur qui était le cadre le plus habituel de la résidence de la cour. Alors, tout cela, intérieur comme extérieur, a été construit d'une seule venue, donc dans la deuxième moitié du IIe siècle. La date n'est pas établie comme à Tchahankala par le carbone 14, mais là par les monnaies, parce qu'à cette époque, des monnaies, il y en a beaucoup, des monnaies Kushan importées. On a des monnaies de Vima Kadphises, de Kanishka sur les premiers sols, qui indiquent clairement qu'on est là au milieu du IIe siècle ou un peu après. Et puis pour la période finale qui en fait est intervenue assez tôt, puisque la ville n'a vécu qu'un siècle et demi. La période finale est de la fin du IIIe siècle, début du IVe. Là, on a des documents d'archives en langue et écriture chorasmienne et datés dans l'ère du Choresme, qu'on ne situe pas très précisément, mais enfin dont le début se situe entre plus 10 et plus 40, disons. Donc on a là une chronologie bien assurée. Alors effectivement, la ville n'a pas duré très longtemps, un siècle et demi. Elle est abandonnée au début du IVe siècle, dans les mêmes conditions que l'avait été Akshahankala, c'est-à-dire une décision politique, un déménagement. Et comme c'est le moment où Biruni nous indique qu'il y a eu au Choresme l'arrivée d'une nouvelle dynastie, celle des Afrigides, on peut penser que la nouvelle dynastie a voulu construire sa propre ville royale. Alors là-dessus, il y a des hypothèses. Cette ville royale, de la dynastie suivante, aurait été en fait près de la Moudaria, près de la capitale qui prend le relais à cette époque, Kat. C'est aujourd'hui le site de Biruni, puisque c'est là qu'est né Al-Biruni, sauf que Biruni, comme son nom l'indique, il n'est pas né en ville, il est né dans la banlieue. Tout ce qui existe, c'est la banlieue, et le reste est dans l'eau. Bon. Le destin des capitales fluviales du Choresme, c'est de finir dans la Moudaria. Toprak Kala, après l'abandon, l'arrêt des fonctions palatiales, subsiste, mais comme site militaire. La ville continue à exister, le palais est converti en fort. Ça dure encore 2 siècles, jusqu'au VIe siècle, et après, c'est complètement abandonné. Alors, on voit très bien que tout ça a été planifié par un architecte. L'axe principal du palais hors les murs tombe au milieu, dans l'axe du palais à l'intérieur de la forteresse. La salle du trône, que je vais montrer tout à l'heure, du palais dans la forteresse, est à l'intersection des diagonales du palais. Et l'intersection des diagonales tombe entre les 2 piliers à l'arrière de la salle du trône. C'est-à-dire que ça tombe sur le roi. Donc c'est du calcul mathématique. On a la preuve que des visées topographiques étaient effectuées, puisque les fouilleurs signalent dans l'épaisseur de la plateforme, des murets qui comportaient des fentes de visée. Donc ils avaient déjà des théodolites, ils faisaient des alignements. Malheureusement, ils le signalent, mais ils ne les ont jamais photographiés. On peut les croire. Par ailleurs, on a trouvé dans les plateformes, pour les nivellements, des rigoles qui recevaient de l'eau. Ce n'étaient pas des rigoles d'adduction d'eau, c'était des rigoles de nivellement. Parce que quand on n'a pas d'outils topographiques, c'est encore connu en Iran jusqu'au Moyen-Âge, on a même des traités là-dessus, la seule façon sûre qu'on a d'assurer une surface horizontale, c'est de tracer une rigole et d'y faire couler de l'eau. On a ça dans la plateforme. Alors, on sait d'autre part que pour la construction de cette ville, de cette
gigantesques plateformes, de ces gigantesques fondations, tout le Khwarezm a été mobilisé. On le sait parce que je vous avais déjà parlé à propos d'autres sites des tamingas, les signes géométriques qui se trouvent sur les briques crues et qui sont des marques de brigade. La totalité des tamingas connus dans tout le Khwarezm à cette époque se trouve sur les briques de Toprak Kala. Ça veut donc dire que les brigades de construction sont venues de partout. Alors, je vais donc vous présenter le site à partir des éléments, en partant de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais commencer par les éléments qui sont à l'extérieur de la ville, et puis j'en terminerai par le palais de la citadelle, qui est le cœur symbolique de tout ça, et ce qui, à vrai dire, pose le maximum de problèmes. Alors, j'ai parlé de cette grande enceinte, donc 1250 mètres sur 1000 mètres. Moi, je l'appelle le Maïdan. Dans la publication, c'est publié comme champ de course, et c'est très probablement ça. Cette enceinte est vide, elle est délimitée par une levée de terre de 4 mètres, simplement de la terre accumulée, protégée par un épais enduit de terre, et on sait qu'à l'intérieur, ça n'était pas un parc, ça n'était pas un paradis, une réserve de chasse. Il n'y a pas de rigole d'adduction d'eau et il n'y a pas de traces de plantation. Or, au Khwarezm, quand il y a des traces de plantation, ça se voit à la photo aérienne. Là, il n'y a rien. C'est donc un champ de course et vraisemblablement un terrain pour le passage en revue de l'armée. Et de manière très astucieuse, Rapoport compare la longueur, 1250 mètres, avec la longueur qu'on a estimée pour l'une des unités de mesure qu'on a dans l'Avesta, le Charotu, qui est la plus longue unité, d'après Henning, en fait c'est d'après Hertzfeld. Le Charotu se faisait entre 1200 et 1400 mètres. C'est la longueur de 2 hathras. Le hathra, c'est la mesure de la course d'un cheval. Le Charotu, c'est un double hathra. Et ici, on a cette mesure qui se retrouve dans la grande longueur de ce Maïdan. Donc, voilà, vous avez à Toprak Kala l'ancêtre du Maïdan d'Ispahan. L'ancêtre, à mon avis, tout à fait direct. Alors, le palais hors les murs, ici, est conservé, s'étendait sur 9 hectares. Vous voyez, donc ce n'est pas densément construit. Les structures, c'était mal conservé, c'est ce qui a été fouillé en dernier. Les structures sont conservées au sol et en fondation. Et grâce à ça, on fait des hypothèses sur les élévations. Alors, on voit qu'il s'agit d'un ensemble de 14 bâtiments principaux, dont chacun est juché sur une plateforme. Entre ces bâtiments, on circule sur des chaussées surélevées en dallées de briques crues. Dans les espaces libres, alors là, on sait qu'il y avait des jardins, parce qu'on a trouvé des tuyaux en terre cuite et des trous de plantation. L'agencement d'ensemble, vous le reconnaissez, c'est le charbakh iranien, fondé sur le principe orthogonal avec des pavillons. Ça peut être des pavillons, ça peut être des bassins, ça peut être les deux, qu'on rejoint par des chaussées qui passent, surélevées, qui passent au milieu des massifs plantés. C'est l'un des plus anciens exemplaires identifiables. Antérieurement, en fait, on en a deux. On en a un, semble-t-il, à Pasargade, du moins dans les hypothèses de Stronach, et on en a un au IVe siècle de notre ère, au Ve siècle de notre ère, mais pas du tout là où on l'attendrait. C'est le jardin du palais de Sigiriya à Ceylan, qui est un exemple absolument, une épure du charbakh iranien. L'hypothèse qui a été faite par moi-même et Osmoun Bopé-Arachi, c'est que les souverains de Ceylan, qui étaient en relation diplomatique et commerciale avec l'Iran sassanide, ont fait appel à des architectes sassanides pour se faire construire leur jardin, le jardin du palais. La fonction de certains bâtiments peut s'inférer d'après leur plan. Ce bâtiment-là, numéro 1, clairement concentrait les fonctions économiques.
On a des pièces avec des foyers, des jarres enfouies dans la maçonnerie, donc on voit bien que c'est des locaux de stockage. Et dans le même bâtiment, on a aussi des scènes peintes, trouvées en fragments, à caractère religieux. Alors, bon, ce n'est pas facile à lire, hein, mais vous voyez ici, on voit clairement, il y a une femme qui lève les bras et qui a des longues tresses. Vous voyez ? Comme elle a beaucoup de tresses, on peut supposer que c'est une femme non mariée. Celle-là se tient le visage dans la main. Voilà, vous voyez le bras, le visage. Là, bon, quelque chose qui pourrait... Voilà. Ce sont des pleureuses. Ce sont des pleureuses. Il y aurait une scène de lamentation. Alors, est-ce que c'est une scène de lamentation individuelle, comme on a parfois représenté sur certains ossuaires du Khorezm? Est-ce que c'est une phase d'un culte à mystère, comme on a représenté dans l'un des grands temples de Penjikent, les mystères du jeune dieu défunt qui symbolise la renaissance de la végétation, la mort et la renaissance de la végétation? C'est impossible à dire, mais il s'agit clairement d'une peinture à sujet religieux. D'autres bâtiments, tout cet ensemble-là, c'est apparemment le palais résidentiel proprement dit, avec des magasins au rez-de-chaussée et des pièces peintes à l'étage. Tout ça a été divisé en appartements. C'est de la construction de grands conforts et de grands luxes. Au milieu, le bâtiment central, ici, est très, très curieux. Il est connu uniquement donc, par les substructions. Voilà comment on restitue le plan. Alors, ça, c'est évidemment très, très, très imaginatif. Ce qu'on voit à peu près sûrement, c'est ça. Vous voyez, une pièce avec 2 colonnes, des volets d'escalier qui montent à l'étage, 2 pièces ou des iwanes, des pièces ouvertes sur les côtés ici, un corridor autour. On pense à un temple. Ça évoque assez ce qu'on a au temple de Tartisangin, même déjà un peu dans l'architecture d'Aïkhanoum. Évidemment, aucune certitude n'est permise, étant donné que tout ça pratiquement n'existe qu'en fondation ou en base de mur. Alors, nous entrons maintenant dans la ville elle-même. Voilà la ville. Le palais est là. Voilà la ville, 17,5 hectares. Comme vous voyez, elle n'a été que très partiellement fouillée. Les choses n'étaient pas bien conservées. Dans cette enceinte intérieure, on ne sait pas très bien à quoi elle était vouée, mais une chose paraît assez établie, c'est que dans cette partie-là, la partie est, il y avait, semble-t-il, un temple du feu. En tout cas, au moment de l'exploration du site, on voyait encore des corridors périphériques, dont il reste quelque chose ici, et au milieu des masses de cendres. Ça n'a pas pu être fouillé ensuite parce que ça avait à ce moment-là disparu. La zone ici, donc dans la ville basse, mais dans l'extrémité nord-est, c'est apparemment un grand bassin. Le reste est compartimenté en îlots. Alors vous voyez, si on était dans le monde méditerranéen, on parlerait de plan hippodamien, que là, vraiment orthogonal. Il y a 12 îlots identiques, dont un, celui le plus près de la ville haute, qui semble comporter des temples. Alors, je vais en parler dans un instant, mais pour le moment, je vous présente donc l'îlot, ce qui a été fouillé de l'unique îlot d'habitation exploré. Ici, on a fouillé le tiers est. Vous voyez, un plan extrêmement compliqué, mais on voit bien, voilà, la rue principale, la rue transversale, et un système d'impasses, de ruelles intérieures, et, disons, un habitat peu structuré, mais visiblement fondé sur le principe de l'unité cellulaire ou bicellulaire, avec des regroupements qui peuvent changer au cours du temps.
En réalité, ce type d'habitat, on l'a vu l'an dernier dans la ville de garnison de Campir Tepe, en Bactriane. C'est un habitat qu'on pourrait appeler de type casernal. On avait ça, je vous ai montré ça l'autre jour avec Jamba Scala, le premier site vraiment urbain, toute petite ville, enfin c'est même plutôt un fort, exploré par la mission de Tolstov. Et là, ils avaient restitué, donc, de part et d'autre d'une grande rue axiale, un ensemble de toutes petites cellules, sans pouvoir vraiment faire des hypothèses sur le système des circulations. Bon, on voit en fait que ça devait être quelque chose de ce type-là. Les fouilleurs ont fait des estimations démographiques d'après la partie qui a été fouillée. On pense qu'au total, la ville pouvait comporter 2000 à 2500 habitants, qu'on considère en fait comme... on ne voit pas... Peut-être dans d'autres îlots, on aurait trouvé un habitat aristocratique. Ici, ce n'est pas le cas. Ces gens auraient été en fait des dépendants du palais, militaire ou civil. Alors, c'est la grande différence avec la ville royale de Vieille Nisa, qui a la même taille, mais qui est inhabitée. Alors qu'ici, on a une ville royale qui est habitée. Peut-être la différence s'explique-t-elle par le fait que Vieille Nisa est tout près de la vraie ville, Nouvelle Nisa. Alors qu'ici, la vraie ville, si c'est bien la ville portuaire, elle est à 20 km. Donc, de toute façon, il faut une garnison. Il faut un personnel de service à proximité immédiate de la résidence royale. Ce n'est pas nécessaire à Nisa, puisqu'ils ont tout dans la ville qui est à côté. Et donc on peut se permettre à Nisa d'avoir une ville quasiment vide, qui est réservée à des fonctions de parade, de cérémonie, etc. Alors, je vous ai dit qu'on avait trouvé des documents d'archives, et certains sont des tablettes de recensement de maisonnées, qui indique que chaque maison avait un personnel d'esclaves domestiques plus nombreux que la population libre. Donc une forte... alors ça avait beaucoup plu à Tolstov, qui, comme je vous l'avais indiqué, mettait tout cela au stade esclavagiste du développement des sociétés. Mais bon... le Khorezm semble avoir toujours été riche en esclaves. Mais ça, c'est vrai plus tard au Moyen-Âge. Le Khorezm, c'est le grand marché d'esclaves de l'Asie centrale. Pourquoi ? Parce que c'est sur le front des steppes. Donc, il y a des razzias, on est au contact immédiat des réservoirs possibles d'esclaves. Et c'est déjà le cas à cette époque. Le petit matériel retrouvé dans ces maisons montre tout de même un niveau de développement assez élevé, des contacts commerciaux, puisqu'on a pas mal de verreries, dont une partie au moins est semble-t-il de l'importation romaine, et on a des fragments de lacs chinoises. Donc on est là dans un site qui était ouvert sur le monde. Les temples, qui sont donc dans cette zone au nord, sont vraiment très énigmatiques parce que ce plan est sans parallèle. Vous voyez, le principal ici, on a un iwan, un portail d'entrée, 3 pièces barres longues, dont chacune semble sur les côtés, enfin au moins 2 d'entre elles, ont sur les côtés des longues plateformes qui portent des traces de combustion. Bon, là, on est quand même bien obligé de supposer une activité cultuelle parce que on ne voit pas en quoi des salons résidentiels, comment des salons résidentiels auraient pu avoir ce type de plan. Les cendres étaient conservées, enterrées dans des puits. Alors ça aussi, ça pourrait évoquer le culte du feu zoroastrien. Il y a un autre bâtiment qui semble avoir le même plan et plus petit à côté. Et ce grand supposé temple avait peut-être une colonnade autour, parce qu'on a des bases de colonnes errantes, évidemment tout ça a été récupéré. Une là, et on en a aussi en divers endroits sur la périphérie, donc on peut supposer qu'il était périptère, il y avait une colonnade autour. Pour la période initiale, on a donc des puits à cendres,
Et puis, pour la période finale, au moment où la ville est occupée par une garnison, voilà ce qu'on a trouvé. C'est visiblement une offrande cultuelle. C'est un bucrane de mouflon qui était serti d'anneaux en cuivre doré. Évidemment, alors ça a une très longue histoire en Asie centrale. Si vous allez dans n'importe quel lieu de pèlerinage dans la montagne, vous trouvez des accumulations de cornes de ce type dans une pièce. Enfin, on trouvait, parce qu'aujourd'hui il y a un mouvement d'épuration religieuse qui fait que ces manifestations de culte en réalité pré-islamique commencent à être systématiquement bannies des lieux de culte. Au mausolée d'Ahmad Yasavi, il y avait une pièce où ça en était bourré, et puis la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait plus rien, il y avait la généalogie du président du Kazakhstan. Alors, venons-en au cœur du problème, le palais. Alors voilà le plan restitué, mais restitué de manière, disons, vraiment sûre. Alors, vous voyez tout de suite que donc ça se présente comme un grand massif carré auquel ont été ensuite ajoutées 3 tours, une au nord-est, une au sud, une au nord-est. Et là, malheureusement, ça a été coupé sur ma... Attendez, peut-être si je vais sur... si je vais sur la pleine vue... Ah, voilà. 3 tours à étages ont été ajoutées. Alors, c'est un plan très sophistiqué. Les diagonales tombent entre les 2 piliers de la salle du trône, exactement à l'endroit où siégeait le roi. Ce plan parcouru de corridors interminables, avec une tendance à la réduplication des pièces, vous voyez, ces deux grandes salles ouvertes, avec chacune une niche au fond, ces 2 salles rectangulaires, il y a une tendance à doubler. Bon, ces 2 caractéristiques, tendance à la réduplication, géométrisme et omniprésence des corridors, nous les avons déjà rencontrés, à Aïranoum. Les corridors, la duplication, le schéma en double, c'est ces principes-là. L'intermédiaire entre Aïranoum et Toprak Kala, ce sont très vraisemblablement des architectes au service de la dynastie Kouchane en Bactriane. On n'a pas les palais de la dynastie Kouchane, enfin, on en a un petit morceau à Begram. Architectes qui auraient porté des traditions héritées du passé gréco-bactrien et qui se seraient mis au service du roi du Khorezm quand il a eu les moyens de se commander une ville et un palais tout neuf. Alors, on a tout de suite vu, dès le début des fouilles, que le décor était luxueux, même s'il est parvenu en état très fragmentaire. Voilà des peintures qu'on a trouvées tombées d'un étage. Vous voyez, un tigre réaliste, car ils existaient vraiment sur les bords du fleuve jusqu'en 1973. Un oiseau, un cheval ici. Une scène de lamentation, dont on n'a pas le contexte, mais clairement, la femme se tient la tête dans les mains. Et vous voyez ces visages, alors très intéressants, avec ces stries rouges. C'est l'héritage du modelé hellénistique. C'est la façon d'exprimer le relief du visage. Et on fait ça par un système de stries. Donc on voit très bien d'où sort tout cela. Autant à Aksharankala, la peinture ne semble conserver aucune trace de l'épisode grec, ça vient directement du monde achéménide et peut-être même au-delà. Ici, très clairement, c'est un art hellénisé. Alors, à partir de là commence le problème. Qu'est-ce que ce palais ?
Pour Tolstov, c'était un palais, avec certaines fonctions cultuelles. Mais pour ceux qui ont fait la publication, et notamment pour disons, le principal inspirateur de la publication, qui est donc Yuri Rapoport, c'était tout autre chose. Alors, je vous soumets ce texte où, au moins, il ne tourne pas autour du pot, il indique clairement sa conception de cet édifice. L'énorme édifice qui dominait tout le complexe de Toprak Kala formait une unité architecturale et fonctionnelle organique qui rassemblait un groupe de sanctuaires liés aux rituels royaux, à divers aspects du culte dynastique et royal. On y décèle la vénération d'ancêtres royaux ou héroïsés, des conceptions relatives à l'action magique du roi ou du couple royal sur la fécondité du pays, le cours du temps, le maintien de l'ordre du monde. Le décor des sanctuaires proclamait l'origine du pouvoir des rois, leur prédestination à la victoire guerrière, etc. Tout cela, visiblement, les italiques sont de moi, mais le mot visiblement ou évidemment revient constamment dans son texte, était entretenu par des rituels correspondants célébrés sur des autels déterminés. L'une des images découvertes ici indique que le roi assumait le rôle de grand prêtre. On va tout de suite voir l'image en question. Partout dans le palais se trouvent des indices de la signification royale attachée à des figures féminines ou aux diverses hypostases d'une même grande déesse. Ceci permet de supposer que sa prêtresse, et dans des cas déterminés son incarnation, était la reine. Il n'est pas exclu que dans le palais lui-même ou dans l'épaisseur de sa plateforme se trouvaient les tombes royales. Dans le palais d'en haut, les souverains du Khorezm se retiraient durant certains jours ou certaines périodes pour accomplir des rituels secrets et des cultes à mystère, semblables par beaucoup d'aspects aux cultes domestiques, bien qu'ils fussent également revêtus d'une signification considérable pour les destinées du pays. Les rituels célébrés à l'intérieur du palais sacré, même dans leur phase finale, ne pouvaient être contemplés que par la famille royale, ses serviteurs, la cour, et des hôtes spécialement invités. Mais parfois, au jour des fêtes les plus importantes, les rituels amorcés dans le palais d'en haut sortaient de ses murs et se transformaient en une fête rassemblant une foule nombreuse avec des processions dramatisées, des banquets, des compétitions. Alors, bon. Selon moi, et ça m'est très douloureux de le dire étant donné le très grand respect qu'on doit à Yuri Rapoport pour l'immense travail qu'il a accompli avec Tolstov et ensuite pour publier les matériaux de Tolstov, ce texte est délirant. Bien, mais bon, essayons de comprendre comment une telle construction a pu prendre naissance, à partir de quelles évidences. Alors, voilà le roi prêtre. Alors, voilà, c'est un personnage avec visage rouge. Bon, il est en rouge et blanc. Alors, effectivement, ce sont les couleurs associées à la royauté en Iran. Le blanc, symbole de la fonction sacerdotale, le rouge, la fonction militaire. Vous voyez qu'il porte des rouleaux. Et cette peinture a été trouvée dans une pièce où se trouvaient des niches. Alors, le raisonnement part du fait que la longueur des niches pourrait correspondre à la longueur des rouleaux. Et la niche serait donc l'endroit où on déposait les rouleaux du texte sacré. Et voilà l'Avesta, CQFD. À une époque, on est au IIe siècle de notre ère, IIIe, on sait aujourd'hui, de manière quasi certaine, qu'il n'y a pas d'Avesta mis par écrit avant le VIe siècle de notre ère. Alors, le roi prêtre, l'idée du roi prêtre repose uniquement sur cette peinture. Alors, venons-en un peu plus dans le détail des ensembles. Vous remarquez tout de suite que dans ce plan, dans un certain nombre de cas, on a des couples, on a des foyers muraux déjà. Bien. J'en ai déjà parlé, on en a vu beaucoup à Iranum, on a des foyers muraux.
Quaresme, il fait froid l'hiver, il faut chauffer les pièces. Et très souvent, ces foyers muraux se trouvent face à une banquette. Alors, ici, et on va voir, c'est encore plus net. Alors voilà, si on prend tout le... Voilà, ici. Dans quantité de cas, on a la paire foyer mural, banquette en face. Il faut savoir que dans la totalité des cas où on trouve cet ensemble, l'interprétation des fouilleurs, c'est que le foyer mural est un autel du feu zoroastrien et que la banquette murale qui se trouve en face comportait une statue de culte. Alors, si on va dans le détail de la publication, on voit que pas une de ces niches qui était supposée comporter une statue de culte n'en a livré de fragments, alors que par ailleurs, on a des fragments de sculpture dans beaucoup d'endroits du site. Parfois, c'est peint, il n'y a pas de fragments de... Donc, on peut aussi se dire que le foyer mural s'est rachauffé et que le maître du lieu ou l'invité distingué est invité à s'allonger sur la banquette qui est dans l'endroit le plus confortable de la pièce, c'est-à-dire en face du foyer réverbérant. Mais ça, c'est une direction qui n'a pas du tout été empruntée par les auteurs de la publication. Alors ici, on a donc la salle du trône. Alors c'est le seul local en fait qui ne fait pas l'objet de problèmes d'interprétation. On n'y a pas retrouvé de sculpture. Clairement, on n'y mettait rien qui puisse diminuer la splendeur de la majesté royale. Ce qu'on contemplait dans cette pièce, c'était évidemment le souverain qui se trouvait assis ici, dans l'axe exact du monument. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, voici une autre pièce qui communique en fait avec l'iwan de la salle du trône et qu'on a appelée la salle aux danseurs masqués. Parce qu'on a des... Alors malheureusement, voilà, mon image est assez petite, mais voilà ce qu'on a trouvé, hein, des bas de robes féminines, des jambes avec des pantalons, on voit très bien que ce sont des personnages dansants, et ce sont apparemment des couples dansants, habillés à la manière scythe, enfin à la manière ou iranienne, bien, tout autour de la pièce. J'avais dit dans mon compte-rendu, encore une fois peut-être un peu méchant, qu'on dirait des moujiks éméchés. C'est un peu à ça que ça ressemble sur les restitutions. Bon, Rapoport ne l'avait pas très bien pris à l'époque. Disons, pour Rapoport, il a bien vu qu'il s'agissait de motifs de type dionysiaque, la danse. Alors il y a des pattes de lion, alors ça serait la grande déesse. Hein, donc, pour lui, et comme ça communique avec la salle du trône, ce serait l'endroit où le roi se retirerait avec la reine pour se livrer à un rituel hiérogamique de mariage sacré où la reine aurait symbolisé la déesse de la fécondité. Tout ça parle beaucoup à l'imagination, mais on peut quand même peut-être se demander si ce ne serait pas plus simple d'y voir une salle festive, une salle de banquet. On n'a pas besoin d'aménagement. De toute façon, il y a des banquettes ici, mais on n'a pas besoin d'aménagement en dur. On amène des lits mobiles en ivoire ou en bois. Le foyer au milieu n'a pas besoin d'être un hôtel du feu. Ça peut tout simplement être le foyer où on cuit ou bien qui chauffe la pièce. Et les motifs dionysiaques autour seraient en rapport avec l'activité festive qui se serait déroulée ici. Bon. Je continue car le temps va bientôt me manquer. Voici une autre salle très mystérieuse qu'on appelle la salle des guerriers. Alors, la restitution est très problématique. Disons qu'on a là des personnages qui ont les bras croisés, ils ont quelque chose devant la bouche et ils auraient des écailles d'armure. Alors, ce seraient des guerriers en armure qui jouent des sortes de cornemuses pour participer à un culte militaire.
Alors, il se trouve qu'entre-temps, on a trouvé, ça je ne vous l'ai pas montré parce que ce sont des choses qui sont en cours de publication, on a trouvé à Aksharankala le prototype d'un type artistique qu'on voit plus tard en Asie centrale, qui est l'image du prêtre oiseau. C'est un coq qui a une tête de prêtre avec un masque zoroastrien, et on sait aujourd'hui, c'est le symbole du dieu Srosh, le dieu de l'activité liturgique. Je suis persuadé que les écailles d'armure sont des plumes de coq. Voilà, le personnage est barbu, l'emplacement du couvre-bouche est cassé, et voilà ce qu'on interprète comme des écailles d'armure. Je pense qu'il s'agit d'un poitrail de coq. Là, je dirais presque le cas d'école de la surinterprétation rituelle dans la publication de ce palais se manifeste avec la publication de cet ensemble sud. L'ensemble sud est assez isolé du reste. On a 4 appartements de 2 pièces, en fait, avec petit salon, là, une petite chambre avec la banquette et le foyer mural, une espèce de petit corridor ici, et il y avait un étage, des micro-appartements. Et ici, on a 2 unités semblables, mais un peu plus développées, c'est des 2 pièces, des 4 pièces ou des 3 pièces, autour d'une petite cour qui comportait des peintures. Quand Tolstov a fouillé, il a proposé d'y voir le harem. À mon avis, il avait raison. Alors maintenant, c'est plus le harem, ce serait un ensemble de chapelles ardentes où on déposait les souverains décédés et qui ensuite seraient devenus des chapelles vouées à leur culte. Alors cette interprétation repose en réalité sur une peinture qu'on a trouvée donc dans la petite cour. Alors, ce que Tolstov voit ici, non, pas Tolstov, Rapoport. Vous voyez là une femme qui tient, alors est-ce qu'on voit bien ça sur... enfin, elle tient une petite jarre. On ne voit pas bien ça sur le dessin, mais elle tient une petite jarre. Bon. Alors oui, on va commencer par le milieu. Voilà une robe, le bas d'une robe avec des plis, une banquette à coussins et une femme qui se tient debout, habillée en noir. À droite, une femme qui verse le contenu d'une jarre. Et ici, une autre. Alors, pour Rapoport, c'est une pleureuse devant le sarcophage du roi. À droite, c'est quelqu'un qui verse une libation de vin dans la terre. Et ici, on aurait une parque qui rompt le fil de la vie du roi. Il suffit de regarder cette peinture, c'est un relevé, mais qui a été fait de manière fidèle. On voit très bien qu'il y a 2 femmes. Et il y en a une qui habille l'autre. Cette main-là n'appartient pas à cette femme-là. Elle appartient à une femme qui était ici. Cette femme est en train de se faire parer. Celle-là verse du vin. Et ici, je suis persuadé qu'on n'a pas un sarcophage. On a le souverain ou le prince allongé à l'iranienne ou à l'orientale sur un lit de banquet. Donc on a clairement ici une scène de harem. Et alors non seulement on a ça ici, mais dans d'autres endroits du même ensemble, on a des femmes nues et des musiciennes. Donc on a évidemment ici un répertoire en rapport avec les activités qui s'y déroulaient. Et il n'est pas difficile, du coup, d'interpréter chacune de ces petites unités comme un petit appartement, chacun réservé à une épouse ou une concubine. Là, ça ne demande pas quand même une très très grosse imagination, avec, disons, un petit salon, une pièce où on peut se chauffer. Ici, je dirais une alcôve.
C'est ce que pensait d'ailleurs Tolstov. Alors c'était peut-être à l'étage. Non. 4 unités ici, et puis je vous ai dit des unités un petit peu plus élaborées dans cette partie. Alors peut-être l'épouse ou les épouses principales dans ce secteur, et ici des concubines de second rang. Bon. Dont d'ailleurs l'inaccessibilité est moins, vous constatez, est moins assurée que pour les dames qui occupent ce secteur. Bon. Alors voilà, oui, pour terminer, il y a quand même un secteur pour lequel une interprétation cultuelle paraît vraisemblable, et pour ça, j'adhère à ce que propose Rapoport. C'est que on avait donc vu que la salle du trône était ici et qu'il y avait une sorte de salle du trône bis, mais plus petite, ici. Or, elle est très particulière, et elle n'a peut-être d'ailleurs pas reçu ses traits dès le début, mais tout autour, au bas des murs, on a une série de petites loges avec des cloisons, et chacune de ces loges est occupée par un groupe statuaire en terre crue. Voilà. Bon, c'est de la restitution, mais enfin, c'est assez proche de ce qui a été trouvé. En fait, dans chacune de ces niches, on a une statue à 1,5 de l'échelle naturelle et un personnage masculin et un autre féminin. Il y a 3 personnages subsidiaires, dont au moins un homme et une femme, et un petit autel, enfin, disons un brûle-parfum qui est dans l'angle. Ça rappelle beaucoup ce qu'on a dans les monastères bouddhiques, hein, ces petites loges où on a le Bouddha et les orans, les fidèles. Ça rappelle tout à fait ça. Voilà un personnage féminin ici. Ça se présenterait comme ça. Et il y en alors, ce qui est très curieux, et là, Rapoport, à mon avis, est parti sur une bonne direction, c'est que, bon, il y a une petite incertitude sur le nombre exact de ces loges, mais disons, il y en aurait 26 ou 27. 26 ou 27, tout de suite, ça fait tilt quand on connaît le calendrier zoroastrien, puisque c'est le nombre des divinités à qui sont consacrés les jours de la semaine, sachant que en fait, il y a 30 jours, mais il y a 27 divinités, étant donné que le dieu suprême Ahura Mazda est titulaire de 4 jours et non pas d'un. Donc en fait, les dieux du calendrier sont 27. Et ici, on aurait 27 loges. Alors, à partir de là, il devient évidemment très tentant d'essayer de mettre en rapport les fragments encore assez qu'on peut reconnaître et leur place dans la topographie de la pièce, de façon à voir si un ordre chronologique, l'ordre du mois, ne serait pas reconnaissable. Je dois dire que Rapoport s'y est essayé, je ne suis pas du tout convaincu par ses conclusions. Je m'y suis essayé aussi en prenant les choses dans l'autre sens. Au stade où j'en suis, je dirais ça peut marcher, ça pourrait marcher, mais on ne peut encore vraiment rien proposer. On ne progressera, si on peut progresser, que si on peut avoir accès aux fragments et tout reprendre à zéro. Pour aller vite, je dirais que, comme Rapoport, j'aurais tendance à penser que Ahura Mazda, titulaire du premier jour du mois, et puis on ne compte pas les jours suivants, aurait pu se trouver dans la première niche qui est face à ce qui pourrait là être un autel. Et là, on peut vraiment penser à un autel, parce que si c'était comme ici, quelque chose qui chauffe l'ensemble de la pièce, ce serait au milieu. Placé où il est, juste au débouché de la porte, ça ne peut guère être qu'un autel. Alors évidemment, l'endroit où 4 jours par mois on aurait prié Ahura Mazda
aurait bien pu se trouver être cette loge. Alors la question après est de savoir si on va partir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Rapoport est parti dans ce sens-là, moi j'ai plutôt tendance à essayer de partir dans ce sens-là. Tout cela pour dire qu'on arrive ici. Dans mon calcul, ce serait le 17e ou le 18e jour. C'est le jour consacré au dieu Vahram, le dieu de la victoire, qui a, parmi ses incarnations animales, le faucon. Et dans cette niche, on a trouvé ceci. La couronne en faucon, qui pourrait être la couronne du dieu Vahram. En tout cas, il a effectivement sur les monnaies Kushan un faucon sur sa tiare. Ce qui complique un peu les choses, c'est qu'un roi du Khorezm, contemporain en fait de la fin de Toprak-Kala, on l'appelait Vazamar, maintenant on l'appelle autrement, enfin on dit chiffre autrement, il s'appelle il s'appelle Narmor maintenant, a le même type de symbole dans sa couronne. Il a pris probablement, il a pris un symbole du dieu Vahram pour sa propre couronne. Je dirais pour le moment, les seuls points d'accrochage qu'on a dans cette sorte de calendrier monumental, ce serait le jour 1, possible le jour d'Ahura Mazda face au feu. On sait, bon, dans l'Avesta, il est dit de manière répétée qu'Ahura Mazda est vénéré par son fils. On prie Ahura Mazda en priant l'image matérielle de son fils, le dieu du feu. Et au jour 17 ou 18, la possible image du dieu Vahram. Pour le reste, il faut tout reprendre. Voilà, donc j'en termine ici en ce qui concerne Toprak-Kala. Donc, je dirais, Toprak-Kala, un écho de l'art couchant et de l'art des palais couchants et des architectes couchants en terre du Khorezm. Ceci dit, c'est une commande des rois du Khorezm, donc il faut s'attendre à y trouver une thématique locale, et il ne serait évidemment pas du tout étonnant que là où dans l'Empire couchant on a des fondations bouddhiques où chacune de ces petites loggias est occupée par une scène de culte avec le Bouddha, on est ici des divinités zoroastriennes. En tout cas, il y a strictement, une chose est sûre, dans tout Toprak-Kala où on a trouvé des peintures dans les 2/3 des pièces et une grande quantité de fragments de moulage de terre crue, il n'y a strictement rien de bouddhique. Et pour terminer, je vous ai mentionné donc les documents inscrits qu'on a trouvés. Alors, certains sont semble-t-il, des contrats qui étaient sur parchemin. On n'a pas les parchemins, on a l'impression de l'encre des parchemins dans la terre. C'est exactement la situation où nous nous sommes trouvés à la trésorerie d'Aïchanoum avec le dialogue philosophique. Et puis, certains de ces documents sont des planchettes de bois qui sont en fait des recensements. C'est le recensement, c'est la liste des habitants de chaque maisonnée avec les noms, la profession, les noms des personnes libres et les noms des esclaves. Et les esclaves ont des noms chorasmiens. Même si on peut penser qu'originellement ils ne viennent pas du Khorezm, ils étaient baptisés de noms locaux, dont certains sont des noms zoroastriens. Et c'est évidemment, ce n'est pas un esclavage de type latifondière avec des grandes masses, c'est un esclavage de type famulus, un esclavage domestique. Et dans chaque maisonnée, il y a plus d'esclaves que de personnes libres. Voilà. Et donc ça n'est pas un des moindres intérêts de ce qu'on a trouvé à Toprak-Kala, mais ça nous amène plus loin, et c'est certainement un type de documentation sur lequel je vais être amené à revenir ultérieurement.
Voilà, donc j'en ai terminé pour cette année, mais pas complètement terminé, puisqu'il y a donc la journée d'études les 4 et 5 juin. Le cours de l'année prochaine, peut-être commencera avec quelques séances encore sur le Khorezm. En tout cas, j'en viendrai assez rapidement à la Sogdiane et à Samarcande. Le cours, vraisemblablement, commencera plus tôt qu'il ne l'a fait cette année. Il commencera en novembre, mais ce n'est pas encore complètement décidé. De toute façon, vous en serez avertis par le site.